Merci de m'avoir invité. C'est un tournant, évidemment, un tournant politique important, puisque, outre ce traité en 2005 contre lequel j'ai voté, qui mettait fin clairement à la construction européenne, en tout état de cause, au modèle social européen, tous les prémices de la déconstruction européenne étaient dans le traité constitutionnel. Et puis, on a fait en sorte que la vie des peuples soit complètement mise de côté, puisque vous vous souvenez du nom de la Hollande notamment et de la France, qui était un nom à la fois progressiste, mais aussi souverainiste, il faut le dire. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas une mobilisation de la gauche, une partie de la gauche française, le nom ne serait pas passé. C'est valable aussi en Hollande. Et donc, on a mis la citoyenneté complètement de côté. Et alors, Sarkozy est venu avec le traité de Lisbonne, il disait un mini-traité rapide, qui ne passait plus alors par les référendums, mais qui passait automatiquement par le Parlement. Et dans les parlements, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit en France ou ici, ben, c'est beaucoup plus simple, évidemment, parce que les députés sont aux ordres de leur formation politique. Et c'est la raison pour laquelle, on va reparler du nouveau traité, c'est la raison pour laquelle j'ai le sentiment, si vous voulez, que nous ne vivons plus en démocratie. Notre démocratie est non seulement fatiguée, couchée, mais de facto, nous sommes bien dans un mécanisme où la citoyenneté est bafouée, où on considère en réalité l'électorat comme du bétail électoral. Et ça, je le dis aujourd'hui avec force. Pourquoi? Parce que, je vous explique comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les gouvernements, c'est un fait, ce n'est plus à démontrer, sont sous la coupe du monde financier. C'est une lapalissade de dire ce genre de choses. Ce ne sont plus les chefs d'État qui décident, mais ce sont les gens qui détiennent les cordons de la bourse et la finance internationale. Et donc, nous ne sommes plus dans un régime capitaliste, nous sommes bien au-delà. Rappelez-vous que ce qu'était le capitalisme rénant, c'était un capitalisme qui avait pour but de faire du profit, mais qui répartissait, pas correctement, mais en tout cas en partie, répartissait la création de richesses vers la société de manière plus équitable qu'aujourd'hui. C'était le modèle européen, c'était le capitalisme rénant. Ce n'était pas mon modèle, parce qu'il n'incluait pas, il n'intégrait pas des valeurs comme l'écologie ou le développement durable, ce n'était pas notre modèle. Néanmoins, on est bien au-delà du capitalisme rénant. Nous sommes aujourd'hui dans le capitalisme financier et plus loin encore dans l'ultra-financiarisation de l'économie. Et c'est ça le drame, évidemment, qui nous pend sous le nez et qui va déconstruire cette Europe auquel je tiens, notamment pour mes enfants. Et donc, les gouvernements sont sous la coupe complète du monde financier, on le voit. Di Rupo va signer le traité d'austérité dont on va parler dans un instant, seul, sans demander l'avis du Parlement et sans même qu'il y ait un débat préalable au Parlement. Alors, il ne faut pas demander la citoyenneté. Hein, vous voyez pourquoi les gens comptent dans cette affaire. Le Parlement lui-même, tous les socialistes avec qui je discute, à peu près tous, sont absolument contre ce traité. Le 23, comme par hasard, le jour où nous faisons notre première assemblée citoyenne à Namur, la FGTB organise un débat au matin. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que notre truc c'est après-midi, donc j'irai quand même. Ils organisent un débat au matin avec un échevin socialiste qui s'appelle Pierre Stassard et deux syndicalistes, dont le secrétaire général de la FGTB, Louis Warren. Pour demander quoi? Pour demander aux députés socialistes de ne jamais voter ce traité. Donc ils vont se faire mousser le 23 au matin. Or, la réalité, c'est que les socialistes vont voter comme un seul homme ce traité. Je vais vous dire pourquoi ils vont le voter comme un seul homme. Parce que s'ils ne le votent pas comme un seul homme, la prochaine fois, ils ne seront plus élus. Ils ne seront plus remis en ordre utile. Et donc, ça veut dire que nous avons une Chambre des représentants qui ne sert à rien. Alors, je veux bien qu'il y ait une discipline de groupe sur un certain nombre de sujets. Ça me semble indispensable pour former une majorité. Mais sur un enjeu comme celui-là, d'un traité d'austérité de cette nature, quand on est quelqu'un de gauche, on doit avoir manifestement un problème de conscience, ou en tout cas une objection de conscience.
eh bien vous verrez que, malgré le bruit qu'ils vont faire autour de cela, ils voteront ce traité comme un seul homme. Et c'est pourquoi nous devons nous mobiliser, non seulement pour les pointer du doigt en disant c'est honteux, le jour où le Parti socialiste vote ce traité, j'espère qu'il n'y a pas de socialiste dans la salle, mais s'il était là, je lui dirais en face, le jour où le Parti socialiste vote ce traité, il n'est plus de gauche. C'est terminé. Déjà, avec les mesures sociales qu'il vient de prendre à l'égard des allocataires sociaux, on peut discuter sur son positionnement. Mais là, ce n'est pas discutable, je veux dire. Sur le traité d'austérité, n'importe quel socialiste qui vote ça ne peut plus prétendre être la gauche institutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que mouvement de gauche, nous nous situons, j'en dis un mot puis je n'irai pas plus loin, mais nous nous situons non pas à la gauche du PS, puisque le PS pour nous n'est plus à gauche, ni à la droite de qui que ce soit. Nous sommes la gauche démocrate et citoyenne, laïque, écologiste et sociale. C'est vraiment important comme ligne politique. On n'a rien à voir avec un positionnement à la gauche du PS ou essayer de récupérer les miettes. Non, nous sommes la gauche démocrate. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le traité lié à la règle d'or. Alors, on est dans un mensonge organisé, dans une véritable manipulation de l'opinion publique. Premièrement, les médias se refusent, la plupart en tout cas, de mettre sur la table ce débat lié au traité. Il n'y a aucun débat nulle part. Deux, le gouvernement fait tout évidemment pour ne pas l'amener, pour ne pas en parler. Il le retarde le plus loin possible son vote. Ce qui est une bonne chose pour notre campagne d'ailleurs, que nous devons organiser. Parce qu'il y en a peur évidemment. Trois, je l'ai dit, les parlementaires de gauche, et certains iront faire pipi, c'est la seule solution pour sauver leur conscience, c'est soit d'être malade, soit d'aller uriner. Et enfin, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce traité va nous conduire dans une impasse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'entends mon ex-collègue Olivier Deleuze à Matin Première en disant au Parlement, les écologistes ont voté le MES parce que c'est un mécanisme de solidarité à l'égard des dettes souveraines au cas où un pays aurait encore des difficultés. Il ment. Il ment parce que le MES, clairement, j'ai les articles et j'ai les textes, est totalement lié au traité d'austérité. L'un ne va pas sans l'autre. C'est impossible, très concrètement, qu'on vote le MES sans voter le traité. Alors, est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il a étudié le dossier? Je n'en sais rien. Je ne lui fais donc pas de procès d'attention. S'il ne le savait pas, alors c'est de l'incompétence. Et donc, on nous ment. On nous dit, oui, mais le MES est un mécanisme intéressant parce que ça va permettre une solidarité européenne. Ce n'est pas vrai. Le MES s'inscrit dans le but d'assainir drastiquement nos finances publiques. Nos finances publiques qui vont devoir, évidemment, subir un assaut supplémentaire en termes de réduction des acquis sociaux, en termes de réduction des politiques sociales et des politiques environnementales. Donc, c'est-à-dire le contraire de ce que nous défendons, nous, au mouvement de gauche. Pourquoi? Parce que nous avons fait un calcul rapide qui sera bientôt terminé et je peux vous dire que nous avons quelques économistes au mouvement de gauche qui travaillent très très bien sur ces matières. Aujourd'hui, l'État a dû faire des économies à hauteur de 24,2 milliards d'euros. 24 milliards,2 euros. Bon, je simplifie. Or, le traité européen va renforcer la discipline budgétaire à une vitesse beaucoup plus forte d'ici 2015. Beaucoup plus forte. Et cette différence-là, parce qu'on n'y est pas encore, aux 24 milliards du tout, il faut encore faire l'exercice budgétaire 2013 et 2014. Cet exercice supplémentaire lié au traité d'austérité va faire en sorte que nous devions, l'État fédéral et les entités fédérées et les communes, les entités 2 et les entités 3 vont être touchées également, faire 8 milliards supplémentaires d'économies d'ici 2015. Ça, c'est la vérité. Le deuxième mensonge politique qui nous est aujourd'hui proposé, suggéré habilement, c'est de dire l'austérité n'est pas acceptable en tant que telle. Il faut une politique de relance, il faut une politique de croissance, il faut soutenir un certain nombre de secteurs parce que si la consommation s'écrase,
les rentrées s'écrasent, et donc c'est le contraire qu'il faut le faire, c'est une politique d'assainissement et une politique de relance. Eh bien, nous avons aujourd'hui une politique d'austérité qui va être renforcée avec le traité européen, et nous allons en plus avoir une non-relance. Une non-relance, parce qu'il va falloir m'expliquer alors. Comment on peut aujourd'hui imaginer de mettre quelques milliards sur la table pour lancer des politiques durables dans les filières vertes, pour construire de nouvelles infrastructures, pour réparer nos routes, pour faire de nouveaux ponts, ce ne sont pas des choix judicieux peut-être, mais on en parle, pour étendre un certain nombre d'activités territoriales. Dès l'instant, il n'y a plus rien en caisse, et il y en aura encore beaucoup moins demain. Et donc quand les gens parlent de plan de relance, ils mentent, parce qu'il n'y aura pas de plan de relance. Il y aura des mesures cosmétiques, évidemment, médiatiques, tout ce que vous voulez, et aucun journaliste aujourd'hui, et c'est ça qui me sidère, ne pose cette question, mais je suppose que le débat va venir, sur les moyens, il les pose. Mais le lien avec le traité n'est pas fait. C'est ça le problème. C'est que si on veut discuter de plan de relance, il faut savoir comment on va financer un plan de relance, en Europe et ici. Est-ce que nous aurons le bénéfice d'obtenir une aide directe de la Banque Centrale Européenne? Non. Est-ce que la dette des États souverains va être financée par la BCE? Non. Est-ce que nous aurons des eurobonds, comme le propose